continuons cette matinée dédiée au développement durable, à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et on continue avec une table ronde d'une quinzaine de minutes. J'ai le plaisir d'accueillir Hortense Aran, qui est la cofondatrice de WeTrade Local et de Fleurs d'Ici. Bonjour. Enchantée. Et nous avons également avec nous Laurent Lafitte, qui est le fondateur de Transfogreen. Bonjour Laurent. Bonjour Émilie. Alors déjà, peut-être que vous pouvez vous présenter ce que vous faites et ce que vous avez cofondé. Alors pour vous, Hortense. Alors, merci déjà pour l'invitation. Fleurs d'Ici, WeTrade Local, c'est un logiciel de gestion de filières locales. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise de ce qu'on appelle la tech for good, donc la tech au service de l'intérêt général. Et en fait, grâce au logiciel qu'on a développé en interne, on arrive à recréer des liens locaux entre des producteurs agricoles locaux, des artisans transformateurs locaux, des logisticiens locaux au service d'un client local. Donc, l'idée est comment est-ce qu'on reconstruit des circuits courts mais qui sont vraiment à grande échelle et accessibles, c'est-à-dire à la fois en termes de prix et de services pour tous. Et notre premier exemple de filière qu'on a relocalisé, c'est sur la fleur, à travers une entreprise qui s'appelle Fleurs d'Ici. Donc Fleurs d'Ici, c'est des fleurs locales et de saison, dans un marché où, jusqu'à ce qu'on arrive, c'était 85% des fleurs quand même qui étaient importées de Kenya, Colombie, Équateur. Voilà, on parle de fleurs françaises et vous allez voir, on va rentrer dans le détail. On continue avec vous, Laurent. Alors Laurent, Transfogreen. Transfogreen, on accompagne les entreprises dans leur transformation environnementale. On sait qu'aujourd'hui, il y a une urgence à se transformer et l'idée, c'est de faire en sorte que ces entreprises deviennent de plus en plus contributives. Et donc l'idée, c'est de les accompagner le mieux du monde pour qu'elles puissent être efficaces, aussi bien les grandes entreprises que les PME ou les TPE. Et Laurent, qui est tombé dans la marmite de la RSE il y a bien longtemps. Hein, il y a une quinzaine d'années. Alors, nous allons parler dans cette table ronde de relocalisation. Vous savez que la crise Covid a mis la relocalisation au cœur des débats et des préoccupations des entrepreneurs, puisque elles se sont rendues compte, les entreprises, qu'il y avait une urgence à relocaliser en France. Donc, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les fleurs, Hortense, pourquoi pas, parce que ça fait un exemple très concret. Vous venez de le dire, hein, les fleurs sont importées à plus de 80%. On était à près de 85%. Elles viennent, je crois, hein, on en avait discuté, principalement de 4 pays. Elles sont produites, il me semble, en Éthiopie, Kenya, Équateur et Colombie. Et elles transitent en plus par la Hollande pour la plupart. Donc il y a quand même un vrai sujet sur le marché de la fleur qui n'a en plus pas d'obligation de transparence. C'est ça ? Les fleuristes n'ont pas d'obligation de traçabilité. De traçabilité. Ouais, contrairement effectivement aux marchands des 4 saisons qui, eux, doivent indiquer la provenance des fruits et légumes. En fait, les fleurs n'ont aucune obligation de mentionner la provenance. Oui. Donc, nous, c'est un des axes de notre action. On a sensibilisé, d'ailleurs, le président de la République pendant l'exposition du Made in France. Je pense qu'il a bien entendu notre sujet et que je pense que c'est quelque chose qui devrait pas tarder à arriver. Puisque, évidemment, nous, ce qu'on pense, c'est que pour transformer la consommation, il faut déjà que les clients soient au courant. Donc, c'est vrai que déjà, donner accès à l'information pour les consommateurs, selon nous, c'est quand même la meilleure chose à faire. Est-ce qu'il y a une demande des consommateurs de se dire, quand ils achètent un bouquet, mais d'où viennent mes fleurs ? Précisément, il faudrait déjà qu'ils soient au courant que leurs fleurs sont importées, parce que les fleurs, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est un produit frais, ça a l'air, c'est la nature, quoi. Donc on n'imagine pas qu'en fait, quand on offre un bouquet de fleurs, on offre plutôt un bouquet de carbone, parce que les fleurs sont importées donc en avion. Donc nous, on a calculé qu'un bouquet de 30 roses importées, c'était l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc c'est quand même dommage. Loin de la beauté de c'est la ça, fleur. on est loin de la poésie qu'on imagine quand on offre un bouquet de fleurs ou quand on le reçoit. Donc déjà, la première chose à faire, effectivement, c'est de sensibiliser les consommateurs au fait que 85% des fleurs sont importées, comme vous venez de le dire, et qu'il n'y a aucune nécessité à ça, puisqu'en fait, il y a des fleurs qui sont produites en France, partout en France, y compris dans les Hauts-de-France, toute l'année, mais que c'est pas les mêmes fleurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fleurs de saison. Voilà, c'est que la rose, on a de la rose française, mais de mai à novembre. C'est-à-dire qu'au moment de la Saint-Valentin, qui est au mois de février, n'offrez plus jamais de roses à la Saint-Valentin. Mais continuez à offrir des fleurs, parce qu'il y a des Qu'est-ce tulipes. Qu'est-ce qu'on peut offrir à la Saint-Valentin alors ? Des tulipes, des anémones, des renoncules, des plantes à bulbes, du mimosa, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'offrir des fleurs, c'est tout l'inverse. Mais par contre, effectivement, il faut se soucier, en fait, comme
Aujourd'hui, je pense que les Français savent que la tomate du mois de décembre, c'est un peu une ineptie. Il faudrait que les gens se rendent compte que la rose de la Saint-Valentin, c'est tout autant une ineptie. Mais qu'en revanche, il y a des alternatives qui existent. Oui, surtout que la traçabilité, c'est l'impact écologique et l'impact social également. Hein, derrière, on sait qu'il y a des conditions de travail, notamment pour les roses, qui sont un peu catastrophiques. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Laurent, pour ce sujet de la relocalisation, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise Covid? Pourquoi est-ce que les entreprises se sont dit d'un coup, il y a peut-être urgence à ce que je repense à la fois mes circuits de production, mes achats? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a changé de paradigme. Il y a eu effectivement une urgence sur la nécessité de créer de la réactivité et sécuriser les approvisionnements. Donc effectivement, cet enjeu-là a poussé les entreprises à se reposer la question bien avant le Covid déjà. Hein, la relocalisation a déjà commencé, mais là, il y a une accélération de ce qui s'est passé. Et puis, on s'est rendu compte aussi que sur certaines denrées, je prends l'exemple du paracétamol, par exemple. On n'avait plus de paracétamol et on s'est rendu compte pendant la crise qu'il n'y avait plus d'accès au paracétamol. Séquence vient de recréer une usine en Isère pour produire du paracétamol qui était produit en Inde, qui était produit aux États-Unis, et on ne pouvait plus soigner les gens. Donc par cet exemple-là, l'urgence sanitaire a créé et a changé en fait une accélération dans la nécessité de relocaliser. L'autre exemple que je voulais donner, c'est que quand on produit en Chine, si je prends un exemple caricatural, c'est vous avez la nécessité de générer du stock en Chine qui est à peu près de 7 à 8 semaines, contrairement si vous stockez en Europe, c'est 15 jours. C'est un enjeu majeur d'investissement. Absolument, je ne parle pas de l'impact carbone, puisqu'il faut 6 semaines pour transporter la marchandise en Europe. Imaginez la relocalisation sous le prisme environnemental. Il est beaucoup plus facile pour une entreprise de venir s'installer en France ou en Europe et d'avoir moins d'impact carbone et d'avoir moins d'immobilisation financière de tout ce stock de 12 semaines en Chine. Donc déjà, le gouvernement devrait insister sur cette notion d'impact positif sur les gaz à effet de serre au niveau de la relocalisation. Quitte à récompenser celles qui ont effectivement... Alors, la difficulté aussi, il faut bien comprendre, les grandes entreprises ne peuvent pas tout relocaliser. Aujourd'hui, la relocalisation peut se faire sur des produits à forte valeur ajoutée. Le groupe CEP, par exemple, qui a déjà 11 usines en France, a la possibilité de se développer et de relocaliser uniquement sur les produits à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, il l'a fait avec Marc Simoncini et les vélos Angel, puisqu'il produit les cadres de ces vélos qui sont des produits à forte valeur ajoutée. Mais on ne peut pas tout relocaliser en France. C'est un peu la limite, je vais me tourner vers Hortense, c'est un peu la limite de la relocalisation, je crois. C'est qu'on ne peut pas tout relocaliser et qu'il va falloir faire des choix parfois. Alors, c'est là où moi je suis pas tout à fait d'accord. Ben voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on est là. Je pense qu'on a tendance effectivement à marteler cette idée selon laquelle les produits qu'on peut relocaliser, c'est des produits de luxe pour une certaine catégorie de la population, produits à forte valeur ajoutée parce que le coût du travail, parce que. Ce que vous venez de dire sur la mode, sur le textile, en tout cas sur la Chine et les délais d'importation, quand on prend le secteur de la mode, il se trouve que par exemple Zara, c'est un des champions des circuits courts finalement, parce qu'en fait ils ont, comme vous le savez, Zara fait des collections extrêmement rapprochées, rapides, etc. Et donc en fait faire produire en Chine, ça avait un coût trop important pour eux, parce que le temps que les collections arrivent, elles étaient déjà démodées, et donc en fait ça n'était pas adéquat. Donc en fait, moi, on en a parlé avec Éric Boel, qui est le patron des tissages de Charlieu, qui est donc une entreprise du textile française qui œuvre pour la relocalisation du textile en France. Textile, secteur s'il en est, où on ne pourrait pas parier comme ça que ça va être facile à relocaliser, puisqu'on sait très bien, le Rana Plaza, tous les scandales liés à la mondialisation, c'est essentiellement quand même beaucoup sur le textile. Mais donc, Tissage de Charlieu, ils arrivent à montrer qu'une alternative existe. La preuve en est qu'ils arrivent aujourd'hui ils viennent de gagner un très gros contrat avec Auchan pour qui ils vont produire des sacs de caisse en textile en France. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le produit final, il va être plus cher? Non. Pas forcément. Non, parce qu'en fait, ils ont, c'est des secteurs sur lesquels, évidemment, ça s'articule sur de l'innovation, en fait. Donc, eux, ils ont réussi à développer des robots qui vont permettre, en fait, de réussir à optimiser la chaîne de valeur. Et donc, ils arrivent, tout en créant des emplois, parce qu'ils créent quand même 80 emplois, ils vont quand même réussir, finalement, à relocaliser cette filière, et tout en créant de l'emploi. Mais
par la qualité de service et le degré d'innovation qu'ils ont, ils arrivent finalement à être totalement compétitifs parce que ils arrivent à être, du coup, on arrive à avoir des chaînes de production qui sont en flux tendu. Mais après, j'entends ce que disait Laurent. Effectivement, on ne peut pas tout produire, on n'a pas toutes les ressources naturelles en France. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix à ce moment-là? Ça veut dire qu'il ne faut plus manger importé de bananes, par exemple? Non, alors en fait, j'étais assez d'accord avec Hortense par rapport à ce que je disais, parce que je ne parlais pas du tout du fast fashion. On voit l'exemple de 1083 qui est un exemple tout à fait remarquable de pouvoir produire et d'avoir l'intelligence de dire un jean qui fait 65 000 km et qui parcourt 14 pays, ça n'a pas de sens alors qu'on peut arriver à le produire en France. Alors on n'a pas de coton, mais on a du coton qu'on peut recycler et c'est ce qu'ils font. Ils ont décidé de créer d'ailleurs un produit absolument incroyable, c'est le jean infini en polyester qui utilise tous les éléments de polyester, il n'y a pas de rivet, il n'y a pas de bouton et il est 100% recyclable et avec une consigne, c'est-à-dire que le fil de polyester, c'est comme un gâteau, on peut le décuire. Donc à partir du moment où on peut le recycler, il est recyclable à l'infini. Voilà un exemple de relocalisation et ça rejoint ce que vous disiez Hortense. Sur le lin, on est le premier producteur mondial de lin, mais par contre on n'a pas l'infrastructure pour pouvoir produire le lin. Ils viennent de créer 1083 avec le slip français, un collectif, l'impossible pour pouvoir régénérer effectivement du tissu local et recréer effectivement des emplois et recréer des filières. Et c'est ça aussi l'intérêt, effectivement, la relocalisation. L'enjeu des filières et l'enjeu de l'emploi. Il est social, il n'est pas qu'environnemental. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y a cette dynamique qui est en train de se créer par cette innovation de produits à valeur ajoutée, mais qui peut être fabriquée en France avec effectivement l'appui de collectifs. Et puis je crois qu'avec France Relance, avec l'État, il y a un soutien des redynamisations territoriales liées par ces entreprises qui vont générer de l'emploi partout sur le territoire, Hortense. Oui, il y a effectivement, nous on travaille beaucoup sur tous les produits qui sont issus de l'agriculture au départ, donc les fleurs, mais il y a aussi surtout, le textile en fait partie, vous avez cité le lin, certaines boissons comme la bière avec la filière du houblon et évidemment toutes les filières alimentaires. Donc là, on est en train de regarder comment on pourrait produire des plats préparés finalement, de la restauration collective produite en local, puisque vous le savez, il y a la loi Egalim qui rentre en vigueur en janvier et qui impose aux collectivités d'avoir 70% d'alimentation durable. Et de façon assez paradoxale, beaucoup de collectivités rurales, bien qu'elles soient dans des territoires de production agricole, n'ont pas accès en fait aux productions agricoles parce que le marché est organisé de telle sorte que tout part à l'exportation ou tout part dans des usines de production agroalimentaire, etc. Et donc il faut, selon nous, en tout cas, la meilleure façon d'appréhender cette question de la relocalisation, c'est en recréant finalement du lien logistique et commercial entre les producteurs locaux et les artisans transformateurs locaux pour produire du coup des produits transformés, puisque c'est là où il y a la valeur, à grande échelle, accessibles partout en France. Donc ça, Laurent, on l'a dit, les gains environnementaux sont énormes. Mais pas que. Est-ce qu'on peut les lister, peut-être, les gains, les avantages à relocaliser? Toutes les entreprises, petites comme grandes, sont concernées? Oui, alors toutes les entreprises sont concernées, mais c'est vrai que pour celles qui produisent en Asie, effectivement, l'impact environnemental, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on délocalisait, on avait la chance de pouvoir polluer ailleurs. Donc effectivement, les normes environnementales et la gestion des déchets n'est pas aussi stricte qu'en Europe. Donc effectivement, il y avait un intérêt à se dire, et pour des raisons sociales aussi, vous l'avez évoqué, le travail qui n'était pas réglementé, il y avait un intérêt. Aujourd'hui, les entreprises, par rapport à la marque employeur, la valorisation de cette marque, de relocaliser des produits, s'ils peuvent le faire, de recréer du lien social, de recréer des emplois, effectivement, est essentiel. Et je crois que c'est ça aussi, aujourd'hui, les consommateurs veulent entendre ça. Ils veulent voir des entreprises qui se relocalisent parce qu'effectivement, elles ont un enjeu environnemental fort et elles ont un enjeu social fort. Oui, donc il y a un enjeu de transparence qui est très fort à tous les niveaux, c'est ça, Hortense? Moi, de toute façon, ce qu'on dit souvent, c'est que
les consommateurs d'aujourd'hui, les fameuses générations Y, Z, etc., sont nés avec un smartphone dans la poche. On voit bien le succès d'applications comme Yuka ou autres qui permettent justement de voir l'impact carbone, la traçabilité, etc. Donc, selon moi, les entreprises qui aujourd'hui font le choix d'ignorer ces questions-là, cette question de ce qu'on appelle la triple comptabilité, c'est-à-dire compter effectivement pas seulement le prix qu'on paye en caisse, mais aussi le prix carbone, enfin le prix environnemental et le prix social. Les entreprises qui font le choix d'ignorer cette question-là pour des questions de profit à court terme, elles plombent finalement leurs résultats à venir, puisque je pense que d'ici 5 ans, plus personne ne consommera sans savoir finalement quels sont les impacts annexes, négatifs ou positifs, que le produit génère. Donc oui, moi je pense que cette question effectivement de la traçabilité et de la transparence, elle est au cœur du sujet. Et c'est pour ça que nous, on a d'abord travaillé en blockchain, mais bon, elle reste très énergivore. Donc aujourd'hui, c'est des choix techniques qu'on est en train de remettre en compte. Et que vous accompagnez également tous les fournisseurs, parce que c'est une question de partie prenante, tout le monde est concerné, et il y a un vrai sujet sur l'accompagnement des fournisseurs qui ne sont pas forcément au courant, qui ont besoin en fait d'être suivis. Donc il y a aussi c'est ce que vous faites en France. Oui, tout à fait. Question-là. Effectivement, il faut enfin, souvent, quand on travaille notamment avec des petits producteurs, ils se font toute une montagne de oulala, mais qu'est-ce que c'est la tech, etc. Ou non, moi je travaille pas comme ça, mon grand-père il travaillait comme ci, comme ça. Ok. Mais en fait, il suffit de leur mettre un outil entre les mains. Ils ont tous des smartphones en revanche, et donc en fait, si on leur offre un outil qui est relativement simple à prendre en main, c'est pas si compliqué. Et donc la transition se fait parce qu'ils voient bien en fait que ça leur permet de valoriser mieux leurs produits, et puis aussi ça leur permet de faire des économies sur la perte, etc. Donc finalement d'optimiser aussi leur prix de vente, leur volume, etc. Donc ça marche. Un petit mot de la fin. Oui, en fait, juste pour dire que la relocalisation, c'est la fin de la bamboche du carbone, puisqu'effectivement, l'étude de Deloitte montrait que quand on va relocaliser, on arrive effectivement, évidemment, à produire beaucoup plus. C'est une génération de à peu près 3,5 milliards en plus dans l'économie française, mais on va créer de l'emploi, à peu près estimé pour Deloitte à 10 000 emplois, et surtout, on va retirer 5 000 kilotonnes de carbone dans ce qu'on faisait en produisant à l'étranger. Donc effectivement, je crois qu'il y a un intérêt social et évidemment environnemental de relocaliser au-delà de l'aspect de l'emploi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé relocalisation ce matin.